Alexis Corbière est avec nous, député de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes apparenté écologiste maintenant. Tout à fait, voilà. C'est fini, les filles, c'est... Bah quoi, oui, c'est fini. Non mais je me dis, oh là là, d'entrée ça commence, on va... Après ce qui m'est arrivé à la France Insoumise, j'ai fondé avec des amis, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Daniel Simonet, etc., un groupe politique qui s'appelle l'APRE, là ça veut dire Association pour la République écologique et sociale. Nous sommes unitaires, on en parlera ce qu'on veut faire. Et je siège au sein d'un groupe qui s'appelle Écologiste et Social, avec des écologistes, avec des gens d'un mouvement qui s'appelle Génération, qui avait été fondé par Benoît Hamon. Enfin, il n'y a pas que des écologistes là-dedans. Et je suis content. Voilà. Bien, c'est un groupe de gauche. Alors, tiens, on est membre du nouveau Front populaire. Voilà, avant d'entrer sur les questions budgétaires qui sont importantes, puis c'est le cœur de l'actualité politique en France, une question sur la municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Vous allez soutenir la liste de Louis Boyard ? Je soutiens la victoire d'une liste de gauche. Il y en a deux. J'aurais préféré l'unité. Non, mais je vais être honnête avec vous parce qu'on a quelques amis sur place. C'est difficile de prendre parti dans cette histoire. Ah bon, vous ne prenez pas parti entre les deux listes. Je veux dire, moi, je regrette la division et j'ai peur que la division amène à ce qu'à l'arrivée, il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Quoique j'en sais rien. Vous savez, c'est une élection partielle. Quel sera le point de participation? Certains visent beaucoup sur la mobilisation de la jeunesse. Peut-être vont-ils y arriver. J'en sais rien. D'autres sont sur un rassemblement. Je n'en sais rien. C'est compliqué de tirer des leçons et très modestement, ce que je pense, c'est que ça aurait peut-être été bien d'arriver à se réunir dès le premier tour et j'espère que l'union sera possible au second tour. Vous ne soutenez ni la liste de Boyard, ni la liste de l'autre liste. Ou pour le formuler autrement, je soutiens les deux. Voilà. Non, mais quand il y a la division, au bout d'un moment. Vous ne pas remarquer. Mais comme vous. Non, mais quand on est unitaire et que les gens se divisent. J'entends bien. Non, mais je veux dire, on peut pas tout le temps être amené sur quelque chose de manière dans lequel je n'ai pas prise. J'invite les électeurs de cette commune à aller voter. Je les invite à essayer que ce soit pas la même équipe de droite qui revienne. Et je leur dis de faire attention. Et je dis aux uns et aux autres, attention à ce que non plus il n'y ait pas des mots tellement arrogants que l'union au second tour sera impossible. À bon entendeur, salut. Mais après, modestement, je regarde tout ça et je pense qu'il y aura, contrairement à ce que certains veulent croire, c'est difficile d'en tirer des leçons nationales parce que c'est une commune extrêmement pauvre, extrêmement abîmée dans la vie politique, et où il y aura une faible participation. J'invite tout le monde à se dire attention parce que je vois bien certains veulent dire si je gagne dès le premier tour, ça veut dire qu'on va défoncer tout le monde la prochaine fois aux élections municipales, qui va être la tentation de la part de certains. Tranquille. Qu'est-ce qui dit ça? Je vois bien comment certains, notamment, je vois la manière dont... Dites-moi qui. Non, mais la manière dont la liste insoumise avec Louis Boyard, qui est dynamique, très jeune, il y a eu des mots qui disent on va gagner dès le premier tour, je dis, et qui s'intéresse peu à voir comment le rassemblement de la gauche peut avoir lieu au second tour. Je dis, oh là, attention, je pense qu'il vaut mieux quand on mène campagne. Moi, je suis un peu vieux maintenant, tranquille, pas insulter les gens, et que si on a besoin de force au second tour, pas avoir eu des mots blessants, mais là encore, on va voir, et surtout, je veux dire, la France, c'est pas Villeneuve-Saint-Georges, avec tout l'affection que je peux avoir pour cette ville, c'est plus compliqué. Et ce qui s'est passé à Grenoble, par exemple, dernièrement, là, on est technique, de bon matin, mais il y a une élection partielle où il y avait un bon candidat, un homme que j'aime bien, Liès Loufoque, qui était le candidat du nouveau Front populaire, présenté par la France Insoumise, mais qui a été battu, en particulier parce que je trouve qu'il y a une surmobilisation dans les communes autour de Grenoble, où il a été très rejeté, et il y a une mobilisation qui m'a un peu étonné. Le fait qu'ils perdent était assez prévisible parce que la circonscription est très dure. Largement. Mais qu'ils perdent si largement, nous dit attention, si on veut gagner, il faut parler aussi au secteur périurbains, ruraux, et pas créer de la surmobilisation contre le nouveau Front populaire. Bien, Alexis Corbière, le budget. Hier, le ministre de l'économie a dit il n'y aura pas de nouveaux impôts sur les ménages. Ça vous va ou pas? C'est une discussion. Allez, je vais me lancer de bon matin. Allez-y de bon matin. De dire il n'y a pas de nouveaux impôts. De qui on parle? Les classes populaires, les classes moyennes ne doivent pas subir d'impôts supplémentaires. Mais il y a des gens qui doivent payer davantage d'impôts dans ce pays. Moi, c'est ce que je pense. Vous savez, l'impôt, c'est pas un gros mot. Ça consiste à quoi? À considérer qu'il y a des choses qu'il faut mettre en commun. Des services publics, la santé, la police, bref, tout ce qu'on appelle, voilà. Ça, faut le mettre en commun. Il faut des moyens financiers pour pouvoir créer les conditions que ces services publics soient de qualité et qu'ils soient des outils concrets de redistribution, de solidarité. Je considère que depuis des années, on a eu des politiques d'affaiblissement de nos services publics et de baisse de recettes. Pourquoi l'État est endetté? C'est qu'Emmanuel Macron a fait le choix de baisser les recettes, moins d'impôts pour les plus riches, et aujourd'hui, il se tourne en disant « j'ai creusé le déficit, mais il faut réduire la voilure, si je puis dire, de notre service public ». Est-ce que l'État doit faire des économies?
Sur quoi ça dépend. Ah non, mais je pose la question. Ben moi, je vais être très concret. Des agences publiques. Non, non, je ne sais pas, moi, j'entends ça partout. Hier, je recevais Eric Ciotti qui mais lui, c'est le Milei français, vous savez. Monsieur tronçonneuse. Voilà, le Milei français. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il va s'auto-tronçonner s'il continue. Non, mais c'est absurde tout ça. Alors, mais comment déjà, absurde? Non, je vais vous dire les choses. Moi, je suis un élu de Seine-Saint-Denis. Je suis un élu de Seine-Saint-Denis. Le commissariat de chez moi, qui est au Lila, il n'est même pas sur la commune où je suis. Quand j'y vais, c'est des préfabriqués dégueulasses, des agents des policiers qui fonctionnent avec voitures qui fonctionnent pas toujours. Et honnêtement, les cellules, les machins, les bureaux. Donc je vois pas où on fait des économies. L'hôpital André Grégoire en Montreuil, je ne vois pas où on fait des économies parce que si vous y allez, vous allez vous retrouver sans aucun doute en salle d'attente sur un lit. Les écoles, ouais, je peux faire la liste. On a compris ce que je veux dire. C'est que les mêmes qui viennent pétarader là, avec la tronçonneuse à la main. Où est-ce qu'ils veulent faire des économies? Alors ils nous inventent, bien sûr, il y a des bricoles. C'est pas inventé. C'est quoi qui est inventé? C'est combien? Et alors ça coûte combien? Ça coûte les économies sont importantes. Non, ça pas a été importantes. Chiffré plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies, nous dit Eric Ciotti. Non, mais ça c'est pipeau, ça c'est des ciotises. Il n'y a pas des dizaines de milliards dans des oui, des ciotises. Et il en dit souvent. C'est des dizaines. Il n'y a pas de dizaines de milliards d'économies dans des agences, etc. D'accord? Ça, je ne le crois pas un instant. Par contre, il y a aussi des agences qui sont utiles pour guider des politiques publiques. Mais les 50 milliards, on va être très concret là, que veut faire comme économie. Il y avait Michel Barnier, censuré. Et que continue François Bayrou? Parce que c'est là qu'est le loup de la discussion en vérité. Et on rentre dans le dur de... C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir invité ce matin. C'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement Barnier qui a été censuré, qui a chuté. On a un François Bayrou qui arrive, malin, qui essaie de faire croire qu'il propose une nouvelle politique, mais qui en vérité va aggraver les baisses de dépenses publiques qui étaient prévues. Et sans aucun doute de près de 10 milliards. Et j'invite tout le monde, alors vous voyez, en plus c'est resté un ami, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a publié une note très précise où sur la base des éléments qui sont actuellement discutés au Sénat, pas seulement des déclarations, des amendements présentés par le gouvernement et des amendements présentés par des sénateurs dont on voit bien qu'ils sont souvent soutenus par le gouvernement actuel, amène à penser très concrètement qu'il va y avoir même 10 milliards supplémentaires de baisse de dépenses publiques dans le projet Bayrou. On me suit, c'est-à-dire que Monsieur Barnier voulait faire une saignée, un budget austéritaire. Il a été sanctionné, notamment pour cette raison-là. Et François Bayrou est un homme qui va sans doute aggraver la situation. Oui, mais attention, il va y avoir une discussion mixte paritaire entre les sénateurs et les députés, et puis des débats à l'Assemblée nationale. Alors, les débats à l'Assemblée nationale, ils vont commencer vers le 3 février, me semble-t-il, par le budget sécurité sociale. Mais il y a aussi la technique dite de l'entonnoir ou en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Ça veut dire que la discussion ne reprendra uniquement au niveau où nous l'avions laissé la fois précédente avant la censure. C'est-à-dire que pour ce qui est des recettes, parce que c'est ça, vous avez commencé fort justement la discussion là-dessus. Le débat, c'est celui des recettes. Amis qui m'écoutaient de bon matin, il faut des recettes supplémentaires parce qu'elles ont baissé. De quoi je parle? Du fait que les fortunes de ce pays, et cela existe, vous avez... Écoutez, je vais dire les choses simplement. Les milliardaires français, 42 milliardaires français, si on leur demande de participer de 10% de leur fortune, eh bien, ça fait 50 milliards de plus de recettes. Donc, si les milliardaires français qui ont vu leur fortune augmenter significativement, en particulier depuis 2020, significativement, étaient sollicités de 10%, il n'y aurait pas besoin, vous voyez, de faire des coupes dans l'école du quartier, dans l'hôpital du quartier. Eh bien, moi, je dis que ça répond au beau mot de solidarité. Ceux qui sont les plus riches de ce pays doivent comprendre que eux, ils peuvent participer davantage à l'effort national et pas les gens modestes, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans la discussion que vous aviez avec... Donc, taxation des plus gros patrimoines. Oui, impôt, mais c'est pas un gros mot l'impôt, ça veut dire la redistribution. Je veux dire que les plus riches, ils ne vivront pas heureux dans un océan de malheur. Donc ils doivent aider à ce que le pays, en plus il peut être aussi patriote et peut être intéressé à ce que l'ensemble du pays aille mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pays qui va mieux, ça veut dire un pays où, y compris quand on est grand patron, vos salariés sont mieux formés. Pour la productivité, elle vient d'où? Vient aussi de la qualité de la formation, de la qualité du soin qui est apporté. Je vous écoute, Alexis Corbière, mais tout de même, François Bayrou a fait quelques avancées vers la gauche. Vers la gauche socialiste. Alors les délais de carence ne passera pas à 3 jours pour les fonctionnaires, pas de suppression de postes dans l'éducation nationale, augmentation des moyens pour l'hôpital. D'ailleurs, est-ce que vous voterez aujourd'hui la proposition de loi socialiste de Guillaume Garot, qui est intéressante? Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, d'ailleurs, là, je vais vous laisser après et je participe à ce qu'on appelle je rappelle en fonction.
quand un patient entre à l'hôpital, eh bien, est dédié à ce patient un nombre de soignants. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de quota soignants-patients. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça permet d'augmenter les moyens. J'y suis favorable. Ça permet d'augmenter les moyens de soins. Et de la même façon que le débat qui suivra aussi sera le repas à 1 euro pour les étudiants, qui avaient raté à une voix près la dernière fois et qui permettrait quand même que les étudiants qui sont souvent touchés par la précarité puissent bénéficier d'un repas mieux protégé. L'ensemble des sujets qui sont abordés dans la niche socialiste aujourd'hui me semble intéressant. Et vous voyez, j'irai par solidarité, si je puis dire, de nouveau Front Populaire, participer au débat. Mais on revient, parce que c'est là, et là, cette fois-ci, amis socialistes, je serai cet après-midi à votre niche pour aider sur les textes, mais écoutez-moi, je ne suis pas d'accord avec le choix qui a été fait de ne pas voter la censure la dernière fois, parce que précisément, vous avez dit des choses, il y a des avancées. Ces avancées, enfin, certains disent, Bayrou nous a fait des avancées. Ces avancées, quand on les additionne, c'est 439 millions peut-être, si on chiffre un peu ce que vous avez dit, qui serait un peu moins le coup de rabot serait moins important. Mais en même temps, c'est ce que j'ai pointé précédemment, Monsieur Bayrou, en vérité, et notamment quand on suit de près la discussion au Sénat, prévoit d'avoir 10 milliards supplémentaires de baisse de dépenses publiques. Donc 439 millions d'un côté, obtenus soi-disant pour laisser passer 10 milliards. Les socialistes, quand ils vont faire le calcul comme moi, ils vont arriver à la conclusion qu'il y a un jeu de dupes. Et donc j'aimerais que tout le monde comprenne. J'espère que quand le débat... vous appelez les socialistes à censurer le gouvernement sur le budget. Je pense qu'ensemble, oui, c'est ça. Quand on va ensemble mener la bataille budgétaire, mes camarades socialistes vont s'apercevoir que ce que veut faire Bayrou est encore plus grave d'un certain point de vue que ce que veut faire Barnier, et qu'il n'y aura pas les outils pour modifier les recettes, parce qu'on discutera pas recettes, on discutera uniquement dépenses, par rapport au fait que on a suivi, le débat a déjà eu lieu. Et donc je pense que la logique de mes amis socialistes sera de se retrouver en opposition avec ça. Et je vais être plus concret, sans doute que même Monsieur François Bayrou imposera ce budget par 49.3, et que la logique démocratique, quand on vous impose un 49.3, c'est de répondre par une censure. Et je ne comprendrai pas comment mes amis se mettent dans un entonnoir qui les bloque. Donc il faudra voter. Ils vous répondent, nous sommes une opposition constructive et exigeante. Mais je les soutiens là-dessus. Et moi, je n'étais pas en train de monter sur mes ergots quand ils vont discuter. Monter sur vos ergots. Qui monte sur ces ergots? Non, mais en disant que... Et qui monte sur ces ergots? Mais qui? Non, mais moi, j'ai envie de savoir qui. Mais il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Mais qui, tout à coup, les a menacés? Laissez-moi répondre, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais quand il y a eu une discussion dernièrement organisée par le gouvernement et que les socialistes, les écologistes, les communistes ont participé, les insoumis l'ont rudement critiqué, trahison, machin. Moi, je pense qu'a priori, aller discuter n'est pas une trahison. Mais là, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que discuter, c'est une chose. Après, une fois qu'on a discuté, et il est bon de discuter, en plus c'est pédagogique de discuter parce que ça démontre au pays qui c'est qui bloque pas, et c'est le gouvernement qui bloque, c'est le gouvernement qui est sectaire, c'est pas la gauche, c'est l'inverse. Et puis, je vais vous dire une chose, moi j'étais enseignant, j'étais syndicaliste, quand vous pouvez remporter des petites victoires, même si c'est pas la victoire globale, c'est toujours bon à prendre. Si on avait pu obtenir, durant ces négociations, le fait que le gouvernement arrête la réforme des retraites pour 28 millions de salariés, et qu'on revienne à 62 ans pour 28 millions de salariés, c'eût été une bonne chose. La conclusion, moi, Alexis Corbière, avec mes amis, que je tire, c'est que la négociation était une bonne chose, pas la peine de se canonner comme certains en disant des mots excessifs, trahison. Mais il y a négociation sur la réforme des retraites. Non, alors voilà. Donc, je termine là-dessus. C'était une bonne chose de négocier, mais je pense qu'il n'y a pas le compte à l'arrivée. Deuxièmement, là c'est un sujet fondamental. J'essaie de m'expliquer en 2 secondes. La conférence sociale, appelée conclave. Conclave, vous savez, ça vient du latin. Oui, non. Ça vient du latin, conclave, et ça veut dire fermer à clé. Exact. Et moi, une discussion publique qui concerne 30 millions de salariés, elle doit être publique, générale. Parce que c'est pas bon, cette histoire. Alors, une fois qu'on a dit ça c'est les mots. Le problème, c'est que c'est une discussion qui va être d'ordre paritaire. 50% représentation patronale, 50% représentation des salariés. Et il suffit que le patronat, et le patronat il est cohérent, il ne veut pas revenir à 62 ans. Nous verrons. Non mais d'accord. Vous verrez. Non, arrêtez, oui. Mais c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Et je vais vous dire... Pourquoi vous ne laissez pas la discussion se poursuivre et durer? Pourquoi est-ce que vous dites tout de suite, avant même que ces syndicats patronaux et de salariés se réunissent, vous dites non? Pourquoi? C'est pas que je dis non, je vais retourner. Pour quelle raison? Dans l'instance qui a été élue par le peuple français,
l'Assemblée nationale. Pourquoi les mêmes qui veulent que ça discute et qui disent Corbière, vous êtes sectaire, ne veulent pas que l'Assemblée nationale discute de la réforme des retraites? Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'ils savent que les représentants du peuple discutera de la réforme des retraites après la discussion entre syndicats. Faux. Et ça, non mais, je comprends que vous disiez ça et vous avez bien raison. Mais mon amie Sophie Taillé-Polian, qui est dans mon groupe, a posé une question mardi à la ministre du Travail, qui s'appelle Astrid Panosyan. Oui. Et Madame Panosyan a répondu très clairement que, au terme de la discussion, conclave, machin, la seule chose qui sera discutée, c'est ce qui sortira du conclave. Et s'ils ont réussi à se mettre d'accord, alors on en parlera. Et s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, alors on reviendra à la réforme Borne. Vous avez compris le jeu de se mettre d'accord. Ah, mais c'est trop facile. Ah, mais vous imaginez, ça veut dire, en gros, qu'il y a une discussion où vous avez une partie, il suffit qu'elle dise non pour que ça bouge pas. Ça veut dire, en gros, vous dites aux syndicats, au patronat, n'allez pas discuter, ça ne sert à rien. Je dis que dans la mesure de cette instance, il y a un droit de veto patronal. Il suffit qu'il bloque pour que les députés représentants du peuple ne puissent pas revenir sur la réforme des retraites. Écoutez, on peut trouver tous les mots. La seule chose que j'aimerais dans ce pays, c'est qu'on puisse à l'Assemblée nationale discuter d'une réforme qui concerne 30 millions de salariés. Une fois, Madame Borne l'a imposé par 49.3. Après, quand à l'occasion de niches parlementaires, on a voulu en débattre, ils ont pollué par des pluies d'amendements. On ne peut pas en discuter. On ne peut pas discuter, bon sang, de savoir si 30 millions de gens de ce pays travaillent 2 ans de plus. Putain, pardon d'être grossier. Mais c'est fondamental. Ça touche des vies. J'aimerais savoir que démocratiquement, qu'est-ce qu'on en prend. Et en plus, ce que je crois, cher Jean-Jacques Bourdin, c'est que ce qui est sorti des élections de juin, que ce soit, et je vais être très franc, quand j'additionne les députés Rassemblement National ou ceux du NFP, il y a 60 de juin. Quand national 70 qui est contre. Donc, monsieur, il est habile, il déplace la discussion là où il sait qu'il est minoritaire pour le mettre dans une instance où il sait qu'il suffit que les patrons disent bah non, on n'est pas d'accord pour qu'il ne sorte rien. Et enfin, je termine sur le fait que les organisations syndicales, elles ne sont même pas toutes invitées, ce qui me choque un peu. Vous savez, la principale fédération de fonctionnaires, la FSU, n'est pas invitée. Le Solidaire, qui est un syndicat qui a beaucoup de représentation dans certains secteurs, n'est pas invité. D'autres sont invités. Donc c'est un peu biaisé tout ça. Moi, je suis pour que ça discute. Il y a un syndicat qui s'appelle la CFDT, qui est aujourd'hui avec la CGT le premier syndicat de France. Oui, mais ils y sont. La CFDT y est. La CFDT veut mettre sur la table encore une fois la retraite par points. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Moi, je vous êtes contre ou pas? Non mais attendez, avant même de savoir si je suis contre, je ne suis pas favorable, mais c'est que vous voyez ce qui va avoir lieu. Et c'est là où Bayrou, il est malin, c'est un vieux renard. Ce qu'il veut faire, c'est que ce qui va sortir, c'est que peut-être certains syndicats, vous pointez à la CFDT, vont passer un accord avec peut-être le MEDEF pour aller vers une autre discussion et qui permettra de diviser, de fracturer le front syndical qui est uni pour dire non à la réforme la CFDT des retraites. Mais c'est avant même de savoir trahison. C'est ce que vous dites. Ils ont un vieux projet là-dessus. Avant de parler de trahison, c'est leur projet. Mais c'est pas ça qui unifie le monde syndical des travailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'ils cherchent, Bayrou, c'est des sujets de division au sein du NFP. C'est pour ça que je dis, les socialistes, restons unis. Mais pourquoi est-ce que les socialistes ont cette attitude? C'est François Hollande? C'est des considérations présidentielles, selon vous? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le fait que, et je peux l'entendre, moi je le ressens pas en Seine-Saint-Denis, c'est pas comme ça, mais dans beaucoup, en province notamment, il y a beaucoup d'élus inquiets et qui ont l'impression que s'il n'y a pas de budget, nombre de choses concrètes ne pourront pas avoir lieu. J'entends cette pression et donc ils subissent, quand je discute avec eux, l'idée que mettez pas le bazar. Mais ils ont raison, personne ne veut le bazar en vérité. Tout le monde veut qu'on vive bien, donc il faut un budget. Mais moi j'ai envie de dire, oui, il faut un budget, mais pas le budget Barnier aggravé. Et là, vous êtes en train de vous faire rouler. Et j'espère les convaincre. Après, il y a autre chose. C'est qu'il y en a certains, type Hollande, qui veulent diviser le nouveau Front Populaire. On l'a vu ce week-end dans des unes de journaux où il revient, il se back le retour de François Hollande, qui en plus méprise, je trouve, Olivier Faure en faisant croire que c'est lui, Hollande, qui a tout organisé, etc., qui reprend la main, que c'est lui qui a lisé ce qu'il dit dans la tribune du dimanche, que c'est lui qui négociait. Bon, c'est pas très sympa parce que c'est pas vrai. Et puis c'est une manière de dire, les juniors, là, du PS qui sont là, c'est moi le chef qui reprend la main, et il veut Mélenchon, quoi, veut se réimposer comme étant dans le retour de l'élection présidentielle qui vient. Moi je dis justement, vous savez, retour présidentiel, justement, et là réalisme, mais c'est pas un réalisme le plus rude.
Il faut que la gauche et le nouveau Front populaire aient un candidat commun et unique à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. On n'a pas parlé de Trump. On n'a pas parlé. Oui, on n'a pas parlé de la progression de l'extrême droite. Eh bien, si c'est Castor et Pollux qui reviennent, les frères jumeaux, je pense qu'on va être dans la division. Jean-Luc Mélenchon a démontré 2 fois en 2017-2022. Non, mais c'est les frères, c'est des frères. Donc, vous voyez, c'est dans la mythologie, c'est pas méchant. Mais Jean-Luc Mélenchon a démontré pas par 2 fois que c'est son programme de rupture qui avait raison. Donc, il faut rester sur un programme de rupture, pas de retour à François Hollande. Et François Hollande est un homme qui, lorsqu'il était président de la République, a mené une politique qui 5 ans plus tard ne lui a même pas permis de se représenter. Donc il ne faut pas qu'il y ait le retour de vieilles divisions. Et ça, j'interpelle tout le monde, les amis. Il faut qu'on discute de ça. Il faut, par exemple, vous savez, le 29 janvier, Madame Castet-Tondelier feront des vœux qui, je l'espère, pourront l'occasion de dire à tous ceux qui sont les unitaires, et j'en fais partie, il faut travailler à une réponse commune. Parce que sinon, nous perdrons. Et je ne veux pas perdre. Parce que si en plus on perd la gauche, c'est l'extrême droite qui risque de gagner. Trump, qui veut augmenter les droits de douane sur les produits européens entrant aux États-Unis, quelle réponse faut-il apporter selon vous? C'est le retour d'une puissance, enfin des puissances uniques. Selon vous. D'une puissance à travers le monde. Alors, pas être les dents éventuellement. Commercialement sur le fait que c'est pas possible que lui, de manière unilatérale, fixe ça. On doit avoir, moi vous savez, je suis pour un protectionnisme au meilleur niveau qui puisse être, au niveau européen pourquoi pas, au niveau national s'il le faut. Mais au-delà de tout ça, et de l'agressivité de Trump, moi je pense que l'adversaire de Trump, pour me comprendre bien, je vais vite, c'est la Chine surtout. Alors j'ai vu qu'il tape fort sur certains pays, 60%. Sur la Chine, il a menacé, il le fait pas. Mais on rentre aujourd'hui, en 2025, j'avance à grands traits, dans un monde de grande tension, de retour des puissances, avec un homme très caricatural, matricé en plus par des idéologies d'extrême droite, mais qui va défendre les intérêts fondamentaux des États-Unis, qui va le faire puissamment et agressivement, et la puissance, en quelque sorte, qui challenge pour être la première puissance mondiale, c'est la Chine. Bon, il faut... Que faire? Défendre le droit international. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on est dans une période, à travers la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé à Gaza, où le droit international n'est plus respecté, et j'observe que le même Trump fait sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, considère que les accords climat, il n'a plus rien à fiche, etc. Et un monde sans droit international, avec le retour des puissances agressives qui défendent leurs intérêts de manière brutale, sans aucun outil de régulation, l'histoire nous apprend que ça peut être le retour de guerre pas froide, chaude, et je ne le souhaite pas. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Merci Patrick Roger, juste après les infos.